Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouvel update lecture. Dans cette update lecture, je vais vous parler de romans plus ou moins récents pour moi parce que j'ai mis une éternité à lire une certaine briquesse dont je vous parlerai dans cette vidéo. Février n'a pas été jalonné par beaucoup de lectures, je dois l'avouer, j'ai très peu lu, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas trop l'expliquer. En tout cas, le premier roman dont je souhaitais vous parler, c'est Ces orages-là de Sandrine Colette aux éditions J.C. Lattès. Alors je sais, d'habitude j'ai toujours le livre en papier à côté de moi, sauf que je n'ai pas su le retrouver et je crois que le livre m'a quitté. Franchement, c'est vraiment l'explication que j'ai trouvée. Quand le livre ressent le fait que je l'ai pas plus apprécié que ça, je pense qu'il se cache ou qu'un petit lutin me le dérobe ou me le cache ou je sais pas, j'ai cherché partout là où je pensais l'avoir mis, il n'y est pas. Je vais pas retourner tout mon bureau, ça c'est prévu pour mars, le gros ménage de printemps avec tri partout dans la maison et tout, ça c'est prévu pour fin mars. Mais du coup je l'ai plus, je sais que je l'ai, mais où est-il? Je pense qu'il m'a quitté, je pense qu'il a compris que je l'avais apprécié mais pas plus que ça et que j'allais de toute façon m'en séparer, donc il m'a quitté avant. Je pense vraiment que c'est ça, comme pour Yardam. D'ailleurs Yardam je l'ai toujours pas retrouvé, après je vous avoue que j'ai pas cherché non plus, mais... j'ai des livres comme ça qui disparaissent. Mon bureau est un trou noir. Ma bibliothèque est un trou noir. Introuvable, incroyable. Alors je vais vous en parler comme je peux parce que de 1, j'ai plus le résumé sous les yeux et de 2, je l'ai vraiment lu en janvier. Dans cette histoire on suit une jeune femme dont j'ai totalement oublié le prénom qui vient de quitter en fait son conjoint. On apprend petit à petit pourquoi est-ce qu'elle l'a quitté, pourquoi elle se retrouve seule. En fait il s'agit d'une femme maltraitée, donc attention, trigger warning, maltraitance de femme, clairement, agression totale, hein, voilà. Du coup, on la suit alors qu'elle reconstruit sa vie, ou en tout cas, elle essaye de la reconstruire, elle vient juste de quitter cet homme, elle vit toute seule, elle trouve un petit boulot dans une boulangerie dans un village pas très loin de là où elle habitait, mais quand même, voilà, elle a réussi à s'extirper de ce couple compliqué qu'elle avait avec ce conjoint et à se trouver donc un petit chez elle, un nouveau taf et bon... c'est déjà bien en fait. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est qu'on nous sort pas que c'est un pervers narcissique. Je vais en remettre une couche avec ça, je suis navrée, mais étant de la profession, j'en ai marre, je supporte pas. Les pervers narcissiques n'existent pas et ne venez pas me dire en commentaire si j'en connais machin. En fait, oui, les pervers ça existe évidemment, mais un pervers narcissique, c'est juste un pléonasme en fait, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un pervers est par essence narcissique. Ça sert à rien de dire narcissique juste pour avoir l'impression d'être intelligent, ça vous donne pas du tout l'air intelligent en fait. La plupart des magazines disent oh attention aux pervers narcissiques et tout, et en fait les gens s'en sont énormément saisis de cette notion là et c'est dommage. Et c'est dommage parce que parfois en fait en effet la personne était soit un pervers, un parano, un psychopathe. Souvent c'est les trois conjoints qu'il faut fuir, hein, les trois types de conjoints qu'il faut fuir, ça va être les personnalités, voilà, vraiment le pervers, parano, psychopathe, fuyez-les. Faut savoir les reconnaître bien sûr, mais voilà, ça c'est vraiment à fuir à tout prix parce qu'en effet ils peuvent être violents, manipulateurs, voire même tuer hein, dans les pires cas. Mais bref, ça ok, très bien. Sauf que pervers narcissique ça a été vraiment une grosse mode, ça l'est toujours, hein. Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait vendre beaucoup de magazines féminins, ça fait vendre beaucoup de livres, mais c'est une notion qui n'existe pas réellement. En fait ça a été ok décrit, mais de toute façon un pervers c'est déjà narcissique. De base, vous avez déjà cette notion en fait. Donc il n'y a pas besoin de rajouter narcissique dedans juste pour accentuer, etc. Et du coup ça a été tellement un effet de mode, ce pervers narcissique, que moi j'étais au bout de ma vie, je vous avoue. Souvent on a des gens qui viennent nous voir, qui disent moi je suis tombée sur un pervers narcissique, c'était horrible, et t'es en mode... Alors ça existe pas, moi je le dis tout de suite, ouais ça existe pas. Je gasse le truc, tu vois. Et en fait le truc c'est que... parfois, c'est la dame qui s'en plaint qui a une bateau en fait. Parfois c'est la dame qui est persuadée d'avoir été avec un pervers narcissique qui est moins bien. Ça arrive en fait, c'est juste que ça vous donne une certaine raison de vous séparer de cette personne. C'est-à-dire que oh là là, il a essayé de me manipuler, il m'a menti, etc. Je suis sûre que c'est un pervers narcissique. En gros c'est sa faute si notre relation n'a pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup il n'y a aucune remise en question parce que c'est pas votre faute, c'est la faute
du gars en face, c'est évident. Et du coup j'ai l'impression qu'on l'utilise énormément comme une excuse pour dire voilà, mon couple n'a pas, au lieu de dire mon couple n'a pas marché, on n'était pas compatible. Ça c'est douloureux en fait de se dire qu'on n'était pas compatible, peut-être qu'on aurait pu faire davantage, peut-être qu'on aurait pu faire plus d'efforts, etc. Ça c'est compliqué, et c'est justement ce qui est compliqué dans une rupture, c'est ça, c'est faire son deuil de ça, et puis aussi cette remise en question là qu'on fait tous au moment d'une rupture. Donc clairement ça c'est difficile, alors que si vous arrivez à blâmer l'autre entièrement, à remettre toute la faute sur l'autre, trop simple, trop simple, aucune remise en question nécessaire, c'est lui qui déconne. Et du coup ça casse des trucs et c'est compliqué. Donc le pervers narcissique, s'il vous plaît ne m'en parlez jamais, ça me trigger. Comme vous voyez ça fait 6 minutes que je parle de pervers narcissique, voilà. Donc on suit un pervers. Non, on suit la victime d'un pervers, là pour le coup le mec est totalement barré, mais j'ai bien aimé parce que le personnage principal, je peux vous assurer qu'elle a des troubles aussi, hein. Elle a... Je l'aurais pas forcément vraiment diagnostiqué pour l'instant, enfin si en fait, je l'aurais diagnostiqué en fait, elle est aussi très particulière et jusqu'à la fin, une fin qui n'est pas méritée, enfin bref j'en parlerai après. Dans tous les cas, elle a son nouveau petit boulot, son nouveau chez elle, et ce que Sandrine Colette elle montre dans ce récit, c'est que souvent on dit il faut juste que tu partes, il faut juste que tu te sépares, ça ira mieux quand tu seras plus en contact avec lui et tout. Et en fait elle vous montre que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça c'est le premier pas. Le premier pas c'est en effet de prendre sa valise et de se casser. Le deuxième pas c'est de réussir à pas revenir. En fait, et c'est très bien illustré dans ce roman là, c'est mais en fait peut-être qu'il était pas si méchant que ça et toute cette emprise, enfin cet état quasiment hypnotique en fait de la victime est vraiment bien montré, c'était vraiment bien fait. J'ai bien aimé la plume de Sandrine Colette qui était très chouette aussi, je me souviens c'était très haché quand il fallait, elle savait être incisive quand il le fallait aussi. Il y a des scènes assez... particulière. Je dis pas que c'est pas possible parce que dans mon taf on voit des choses qui sont pas possibles tous les jours, donc clairement je peux pas dire que c'est pas possible, mais la scène dans la forêt là ça m'a perturbée pendant des jours, ça me perturbe encore d'ailleurs quand j'y repense. C'est assez particulier mais je suis sûre que ça a déjà existé de toute façon, ok. Et donc ça, j'ai bien aimé qu'elle ne caractérise pas j'allais dire le patient, le conjoint comme pervers narcissique, ça c'est chouette, merci beaucoup à l'auteur parce que au moins voilà. Après j'en ai vu beaucoup hein, dans les avis sur les blogs que j'ai vus, ils disent tous que c'est un pervers narcissique, bon voilà c'est tout, ça a fait couler beaucoup d'encre et ça en fera toujours couler je pense. Et du coup oui c'est un vrai pervers pour le coup, vraiment. Et par contre la fin ça va trop loin, trop tard. Non, la fin j'ai pas adhéré du tout, et ça montre surtout à quel point notre personnage principal elle est totalement perturbée aussi, hein. Elle a un gros trouble de la personnalité cette jeune femme hein, aussi, ça se voit, mon dieu. Je pense que l'auteur elle a pas voulu montrer ça, je pense que le but de l'auteur c'était de montrer à quel point elle avait été brisée, à quel point elle pouvait aller loin, à quel point elle pouvait faire des choses, à quel point ça l'avait transformée, mais c'est pas du tout ce que j'ai vu. Moi ce que j'ai vu depuis le début c'est qu'elle avait beaucoup de troubles cette jeune fille et qu'elle en a encore plus à la fin en fait. Voilà, j'ai pas trop adhéré à la fin, globalement l'histoire était sympa, mais comme je vous dis là, rien que là maintenant je m'en souviens pas plus que ça, et encore sympa, on parle de maltraitance de femmes, hein, vous me comprenez, c'était pas sympa, c'était pas fascinant, c'était assez effrayant, ce qui est pas mal. C'était assez juste aussi, on parle pas trop mal du traumatisme avec les réminiscences, les ruminations et tout, c'était bien, franchement c'était pas mal. Ouais, franchement globalement j'ai bien aimé cette lecture, c'était pas la lecture de l'année, je vais rapidement l'oublier, mais on a pas fait les faux pas auxquels je m'attendais et ça c'était chouette, voilà. Ça, rien que pour ça, j'étais contente. Ensuite, en fait, en faisant cette update lecture, je me souviens pourquoi en février j'ai pas plus lu que ça. En fait, je pense que j'étais en quasi peine de lecture, sauf que j'ai eu la bonne idée de commencer une bonne lecture à ce moment-là, parce que voilà, ces orages-là, j'en attendais plus et c'était pas fou. Et ensuite j'ai enchaîné sur Memory d'Arnaud Delalande aux éditions Cherche Midi. Celui-ci il s'est pas caché, hein. Celui-ci je l'ai bien retrouvé et pourtant je pense qu'il m'a bien plus déçu que ces orages là, j'en attendais beaucoup. On se retrouve dans une clinique spécialisée dans la montagne et la forêt, et en gros c'est une clinique spécialisée dans les troubles mnésiques, donc la mémoire, c'est à dire que tous les patients sont, je sais pas si vous connaissez Nemo, mais ce sont des doris. Ce sont des doris, il n'y a plus de mémoire du tout immédiate en tout cas, pour diverses raisons, hein, il vous explique bien, chaque patient, voilà, a diverses raisons de ne plus avoir de mémoire immédiate, mais du coup, en fait, c'est très perturbant parce que vous allez avoir un patient pendu dans une salle,
lors d'une fête d'anniversaire je crois, au milieu de tous les autres patients qui sont en mode bah pourquoi il s'est pendu? On sait pas trop s'il s'est pendu, s'il a été pendu, mais en tout cas ça s'est fait devant lui, enfin devant eux tous, et ils sont tous en mode ah bah tiens bah il est mort, oh bah tiens. Et du coup on va suivre Jeanne Ricker, qui est une jeune inspectrice de police, pardon. Donc Jeanne Ricker, jeune inspectrice de police, qui a un cliché à l'état pur, c'est-à-dire que elle a été adoptée, forcément il va y avoir des trucs avec sa famille biologique, son père vient de mourir évidemment sinon c'est pas drôle. Enfin voilà, pour moi c'est clairement l'histoire familiale déjà convenue depuis le départ, c'était sans surprise de ce côté-là, et elle va être amenée à enquêter là-bas, elle va se retrouver coincée par la neige en plus, donc génial. On va se trouver du coup avec une enquête assez particulière parce que voilà, tout le monde crie au suicide sauf qu'il s'est quand même pendu devant tout le monde, c'est assez particulier, il y a d'autres indices etc. Enfin voilà, on va chercher un petit peu dans tout ça. Ce qui était pas mal c'était le thème de base, franchement le côté mémoire, je trouve que la mémoire c'est un thème fascinant dans un roman, vous pouvez faire énormément de choses sur ce thème là, et là à part me dire que c'était une Dory et qu'en effet ils les appellent même eux je crois les Dory dans la clinique, ça a servi à rien à part me dire qu'ils pouvaient pas se souvenir du meurtre en fait. Ça n'a servi pour moi à rien. Pas à grand chose en tout cas. La fin je l'ai vu venir. Ensuite il y a des petits pavés explicatifs. J'arriverai jamais à vous le retrouver évidemment parce qu'on est en vidéo et que je retrouve jamais les choses quand on est en train de filmer. Vous avez des petits pavés explicatifs. L'auteur arrive à nous caser des phénomènes hypnagogiques, hypnopompiques qui servent à rien pour moi. Je pense qu'il a... Est-ce qu'il a perdu un pari pour le mettre dans le roman? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas pour moi ça servait pas à grand chose. Vous voyez, vous avez un... Ah bah je l'ai trouvé. Vous avez un gros pavé là. Ça là, ça vous dit ce que c'est l'état hypnagogique. Donc moi j'ai survolé parce que je connais tout ce qui est hypnagogique, hypnopompique. En fait c'est hypnagogique, c'est entre la veille et le sommeil, hypnopompique entre le sommeil et la veille, et il peut se passer plein de phénomènes à ce moment là. Vous pouvez avoir des petites hallucinations, des trucs, enfin on s'en fout en fait, c'est entre le sommeil, la veille ou la veille et le sommeil, et du coup votre cerveau il peut produire des petites choses que vous ne reconnaissez pas comme les vôtres. C'est pas grave, ça arrive, c'est pas inquiétant du tout. À partir du moment où c'est dans ces phases là, bon, franchement ça gêne pas, ouais c'était intéressant, mais pareil je trouvais que c'était pas exploité. C'est comme le thème de la mémoire, pour moi c'était pas vraiment exploité. On tombe dans un thriller très habituel, et pourtant j'en lis pas beaucoup, vous en voyez pas beaucoup passer sur cette chaîne, et pourtant j'en lis de plus en plus, mais voilà, la fin je l'avais vu venir mais depuis super longtemps. J'ai pas aimé, j'ai juste pas aimé. C'est ce que j'ai dit à chaque fois, c'est dommage qu'un roman qu'on appelle Memory soit aussi facile à oublier, parce que même là je pense que sans avoir à en parler dans cette update lecture, je l'aurais totalement oublié depuis. C'était pas très intéressant, c'était pour moi pas assez profond en fait, c'est pas allé assez loin, c'était pas... moi j'ai pas eu ce moment de suspense insoutenable, j'ai dû lutter pour retourner dans ce roman, c'était pas un roman pour moi je pense, et pourtant le thème m'intéressait de fou. C'est voilà, peut-être que justement c'est parce que je travaille dans tout ça, peut-être que mon métier fait que j'ai pas pu apprécier ce roman, c'est possible aussi, j'en sais rien. J'ai vu des bons avis dessus, j'ai vu des avis catastrophiques, donc voilà, je sais que je suis pas la seule. Ça a pas fait. Ensuite j'ai passé les 3/4 du mois de février sur Utopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. Alors c'est un beau bébé de 640 pages je crois, non 620 pages, et dans cette histoire on va tout simplement vous montrer que parfois on est capable des pires atrocités pour avoir rien que l'impression, rien que l'illusion de vivre dans une parfaite utopie. On se retrouve donc dans une utopie qui règne sur Elysia. Elysia c'est le dernier refuge de l'humanité, c'est une ville avec des hautes tours, avec de la haute technologie et tout. En gros tout s'est passé après le cataclysme, c'est ce qu'ils appellent, voilà comme ça. Ils ont décidé de construire une ville sur la base de l'utopie, mais est-ce que l'utopie est vraiment atteignable comme ça? Ben ici on vous montre que c'est bien plus compliqué que ça. On se retrouve donc, pour eux c'est une ville égalitaire qui vise à combler chaque désir de son peuple. C'est divisé en 3 castes en tout cas dans Elysia. Vous pouvez être soit dans la caste des lambdas, soit dans la caste des tétas, soit dans la caste des psys. Les psys étant la direction générale de la ville, hein. Ce sont les grands politiciens qui sont au courant de tous les secrets et tout, donc ils sont super intéressants. Et dans cette histoire on va suivre Kane et Elias. Elias on le suit dès le pensionnat avec son ami Tom, c'était plutôt chouette de découvrir avant Elysia. En fait ils sont tous élevés dans un pensionnat, alors avant ils sont sûrement ailleurs, mais en gros ils sont tous élevés dans un pensionnat, et le jour de leur
18e anniversaire il me semble. Il passe l'Optimus, l'Optimus ça dit si vous allez dans la caste des lambda, des theta ou des psi en fonction de vos aptitudes et voilà, en fait on va suivre Elias qui est élevé là-bas, qui va se retrouver à vivre en dehors d'Elysia, mais ça je vous dis pas ce qui se passe. C'est assez particulier, c'est assez intéressant aussi parce que du coup vous voyez tout l'aspect extérieur, tous les mensonges qui sont donnés dans Elysia, etc. Et ça c'était plutôt bien, surtout que déjà quand ils sont dans le pensionnat ils vont se retrouver à visiter Elysia et à découvrir cette ville qui les attire beaucoup, donc j'ai bien aimé. Et à côté vous suivez aussi, donc vous avez des chapitres alternés entre Kain et Elias, et vous suivez aussi du coup Kain qui va atterrir dans la direction d'Elysia, et du coup vous allez avoir deux points de vue majoritaires dans ce roman. Elias qui est extérieur à la ville et Kain qui en connaît tous les secrets, ou en tout cas qui en découvre tous les secrets. Du coup c'était super intéressant parce que vous aviez un moment où vous découvriez l'intérieur de la ville et tous les secrets, les mystères et tous les complots politiques, etc. Et il y a un moment donné où vous étiez extérieur à la ville et là vous découvriez d'autres secrets, des mystères, de nouvelles personnes, des nouvelles choses en fait. Et du coup, pour une fois, moi d'habitude quand il y a un roman à plusieurs voix, je me dépêche d'en lire une pour atterrir à l'autre parce que l'autre m'intéresse plus. Il y a toujours une voix que je préfère à l'autre. Toujours dans les romans à plusieurs voix, et là pas du tout, là pas du tout. J'étais super contente de découvrir Kain qui ne manque pas de mordant. C'est un personnage super intéressant que j'ai beaucoup apprécié, même s'il est pas toujours très sympathique, il était extrêmement profond et développé, donc franchement ça m'a beaucoup plu. Et j'ai apprécié aussi Elias qui là aussi était très bien développé. Globalement vous êtes face à un univers très riche, très dense, avec beaucoup de choses à assimiler, mais c'est pas difficile en fait, vous faites pas... Je pense pas qu'il faille faire un vrai effort de lecture. C'est vrai que moi j'étais tombée un peu dans une panne de lecture après Memory qui a été une déception incroyable, mais du coup dans Utopia je pense qu'il m'a aidé aussi à remonter la pente tout simplement. Il m'a aidé à sortir de cette pseudo-panne de lecture et c'est vrai que j'ai pris mon temps pour le découvrir, mais parce que je voulais bien assimiler chaque notion, chaque partie de l'univers, chaque cast, chaque personnage, et voilà, pour moi c'est un roman extrêmement intelligent, très bien tourné. On sent que Victor Emmanuel Brett il est dans la science, hein. Je crois que c'est un pharmacien biologiste, je crois que c'est ce qui est noté au début, un pharmacien biologiste, c'est ça, et on sent le côté biologiste, hein. Franchement dans le roman ça se sent tout de suite. C'était extrêmement bien écrit, j'ai beaucoup apprécié la plume, j'ai beaucoup apprécié l'univers, les personnages, l'intrigue, le dénouement. Franchement Victor Emmanuel Brett il a toute sa place chez Inceptio. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit qu'Inceptio il prenait que des auteurs sadiques, voilà, il faut le savoir. La plupart des romans franchement les personnages ils en bavent à fond, et Victor Emmanuel Brett n'est pas en reste, il en fait baver à ses personnages. Franchement à la fin, enfin vous savez même plus qui va s'en sortir ou pas en fait, c'est toujours comme ça avec les romans Inceptio ou presque, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. J'ai reçu Dystopia juste après avoir terminé ce roman. C'est une duologie en fait, c'est un roman en 2 tomes, c'est un roman en 2 tomes, c'est une histoire en 2 tomes, donc voilà, j'ai très hâte de lire Dystopia et en même temps j'attends un petit peu que ça passe parce que là je me suis mangé les 600 pages, je vous dis en 20 jours, 21 jours, c'était long mais je l'ai savouré, j'ai beaucoup apprécié, je vous le recommande chaudement. C'était très chouette, c'était surprenant, c'était bien mené, la fin elle est très très bien faite aussi, et vous avez tous les aspects en fait, ça aborde plein de thèmes importants, ça aborde même la religion, ça va aborder la parentalité, ça va aborder plein de choses, plein de questions éthiques en fait, et c'est extrêmement intelligent et du coup j'ai beaucoup apprécié. J'adore les romans qui nous font réfléchir comme ça. Allez-y, foncez, je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai découvert Nos cœurs étrangers de Karine Joachim aux éditions donc La Manufacture de livres. J'en avais entendu parler chez Séverine, dis-les bien ce livre. Dans cette histoire, on suit Elisabeth et Stéphane qui sont deux Parisiens qui élèvent Maëva, leur jeune fille de 13 ans je crois, non 16 ans, je sais plus, leur adolescente, voilà. Et en gros ils vont décider de partir de Paris, ils vont aller en banlieue parisienne. En fait on sait pas trop pourquoi au début, pourquoi ils veulent retrouver voilà, cette campagne là si. En tout cas elle dit qu'elle va au collège chez les Bouzeux, voilà, elle est pas contente, ou au lycée chez les Bouzeux, je sais plus, bref c'est une adolescente, on s'arrête là, je vais arrêter de chercher son âge. Et en fait on apprend très rapidement qu'en fait Stéphane il est allé très rapidement aussi chercher le bonheur ailleurs, en tout cas entre les cuisses d'une certaine Carla, et ça a globalement détruit toute la confiance qu'il y avait dans le couple. Il a dit qu'il allait l'oublier, t'inquiète pas ma chérie, on passe à autre chose, je l'oublie, je lui parle plus.
Ça va bien se passer, évidemment ça ne se passe pas bien. Depuis le début, Elisabeth elle est très particulière. Alors oui, ok, elle s'est fait tromper et tout, et niveau confiance c'est compliqué, niveau estime de soi c'est compliqué. Elle va reprendre la peinture dans sa petite maison, mais dès le départ j'ai senti un truc très particulier concernant ce personnage. En tout cas vous l'aurez compris, les personnages sont suffisamment développés, on a une vraie portée psychologique à ce roman, et la fin, je l'ai prévue, je l'avais vu venir depuis longtemps, mais elle n'en était pas moins fracassante. Je dirais vraiment que le mot c'est percutant, fracassant. Vous voyez ce sentiment là du ce soupir d'un coup là qui est compliqué à gérer. La fin elle est plutôt bien menée. Au niveau psychiatrique c'est plutôt bien fait. Voilà, on est sur quelque chose de psychiatrique. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt logique. Dans la classe de Maëva d'ailleurs, il y a j'allais dire un patient, un élève avec un syndrome de Gilles de la Tourette qui est là aussi plutôt réaliste. Il a pas que des tics vocaux type voilà, grosse insulte, etc. Non, il a aussi des tics moteurs, des types vocaux avec des onomatopées, etc. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez logique. Et oui, il est en classe normale, mais avec un dispositif aussi, avec l'Ulysse, avec un assistant qui est censé arriver, enfin voilà, on est aussi sur ça. On va parler un peu santé mentale, on va parler prise en charge de l'adolescent aussi, dans la classe, etc. J'ai trouvé ça bien fait, franchement c'était assez... comme ça se passe réellement, c'était assez réaliste, donc plutôt bien. Je peux pas trop vous en dire, c'est ça qui est embêtant avec ce roman, c'est que je peux pas trop vous en dire parce que franchement j'aimerais bien vous spoiler la fin juste pour vous dire pourquoi psychiatriquement c'était intéressant. C'était bien. Maintenant est-ce que je vais m'en souvenir longtemps? Oh, la scène de la fin quand même, je pense que je vais m'en souvenir un moment, mais voilà, c'est une famille qui essaye de se reconstruire et qui va finir par quand même se déchirer parce que on peut pas changer les autres, on peut changer que soi-même, et j'ai l'impression qu'il y en a aucun qui a envie de se changer soi-même en fait. Et j'ai trouvé que le titre, pour finir avec ça en tout cas, le titre est extrêmement bien trouvé. On va se trouver avec nos corps étrangers, mais totalement en fait. On a Elisabeth et Stéphane qui redeviennent des corps étrangers l'un pour l'autre après l'adultère. On a Elisabeth qui a clairement aussi cette part là, on a Maëva qui a aussi ses corps étrangers. Oui, on va aussi avoir le thème des migrants parce qu'elle va avoir un petit ami et voilà, elle va découvrir aussi un corps étranger justement à l'adolescence, même son propre corps qui lui est étranger. Enfin, voilà, le titre est extrêmement bien trouvé, c'était intelligent, c'était psychologiquement intéressant. Je vais arrêter là pour vous en parler, sinon je vais tout vous spoiler. C'est pas le but, hein, j'ai pas spoilé, j'ai dit que le résumé, promis. Mais ouais, c'était vraiment bien, on a divers thèmes qui sont importants, que ce soit l'adolescence, la famille, et puis tout le reste que j'ai déjà décrit, et puis à la fin un gros thème qu'on voit très peu abordé dans les romans, donc... très bien, franchement je vous le conseille si jamais comme moi le synopsis vous intéresse. C'était vraiment très chouette. Et oui, et on a même une part du deuil parce que dès le départ on a la maman de Stéphane qui est décédée, et rien que sur cette relation filiale là, c'était très beau aussi. J'ai gardé des citations justement quand il parle de sa mère parce que je trouvais ça très joli, et puis un sentiment très intéressant. Franchement, voilà, c'était, c'est pas au milieu du roman, hein, c'est vraiment, et ça vous spoile rien promis, mais c'est Noël fut un peu triste. Stéphane traversa les fêtes comme un fantôme, absorbé par ses souvenirs de petit garçon, du temps où il croyait que sa mère était une montagne inébranlable à l'ombre de laquelle il pourrait toujours se réfugier. Elle lui manquait terriblement. Combien de fois s'était-il dit qu'il devrait l'appeler avant de remettre le coup de téléphone au lendemain, au surlendemain, puis d'oublier? Où étaient passés tous ces week-ends, ces jours de vacances, ces soirées vides qu'il n'avait pas remplies de sa présence? Et il encaissait la douleur que lui causait cet irréparable gâchis. Elle ne reviendrait jamais, il ne serait plus jamais un enfant, et il regardait vers l'avenir qui s'obscurcissait en l'emportant. Et je trouvais ça trop beau, donc j'ai gardé cette citation, je l'ai même notée dans ma citation préférée de février. Voilà, c'est vraiment un texte que j'ai beaucoup aimé, la plume m'a beaucoup plu aussi, donc voilà, je vous le conseille. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça très bien mené, je vous le conseille. Et enfin, dernier ouvrage de cette vidéo, on va parler graphique avec Grimoire Noir de Yana Bogac et Vera Green Tea aux éditions Glénat. On est sur une beauté les gars, déjà il est gros, hein. Je sais plus combien de pages j'ai fait, mais il est extrêmement conséquent, il fait plus de 280 pages, et on est sur ce genre de graphisme. C'est vraiment très beau. L'histoire elle se passe à Blackwell.
où vous allez vite découvrir que on suit Bucky qui a perdu sa petite soeur, c'est-à-dire que elle a disparu, il s'en occupait et puis à un moment donné elle était dans sa chambre et pouf, il n'y avait plus personne quand il est monté. Il soupçonne beaucoup le gang des sorcières, enfin l'espèce de gang des sorcières, les corneilles, donc il va faire leur connaissance. En fait les sorcières elles sont un petit peu comme piégées dans Blackwell, il y a toute une histoire autour de ça, il y a toute une histoire autour de la sorcellerie, autour des pouvoirs des femmes et pourquoi les hommes n'en ont pas. Enfin il y a plein de questionnements comme ça, c'était vraiment très chouette. Le début du chapitre 2 est aussi très joli. On voit vraiment le personnage qui est mis en avant, c'est le personnage de Bucky. Et voilà, on est toujours dans ces mêmes teintes avec parfois une prédominance pour un peu plus de sépia. Après on avait plutôt du bleu, vous voyez, des choses comme ça. Enfin du bleu, ouais, voilà. C'est extrêmement bien. J'ai beaucoup aimé les valeurs qui étaient mises en place. J'ai beaucoup aimé aussi En fait les sorcières elles ont pas tous les pouvoirs, elles ont, enfin pas toutes en tout cas, elles ont très peu de pouvoirs, il leur reste une ou deux facultés et j'ai beaucoup aimé ça en fait. Par exemple la maman de Bucky, étant donné qu'elle a perdu sa petite fille, sa petite fille a disparu, elle va beaucoup pleurer et quand la maman de Bucky est joyeuse, il y a du soleil et vous vous doutez que quand la maman de Bucky pleure, il pleut beaucoup et du coup ils vont se retrouver totalement inondés en fait. J'ai trouvé ça très chouette, c'était vraiment bien fait. Les graphismes sont assez gothiques, sombres, c'est très beau. J'ai adoré l'histoire en elle-même, l'histoire des sorcières parce que ça rejoint aussi, ouais franchement ça rejoint énormément de choses. L'histoire des sorcières c'est ce qui m'a le plus plu. La conclusion m'a aussi beaucoup plu. Il y a matière pour faire un tome 2, pour faire une suite, j'espère qu'il y en aura un parce que vraiment ça m'a beaucoup plu donc voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir comme moi je l'ai découvert sans en savoir trop et j'espère que ça vous plaira. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous a plu. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement parce que j'ai repris le goût de la lecture et je lis bien plus ce mois-ci je crois, en tout cas depuis début mars, mais on n'est que le 4 alors... ça veut rien dire. J'ai l'impression de lire bien plus ou en tout cas d'avoir encore plus envie de lire que d'habitude. Après ça dépendra des gardes hein, bien sûr, je pourrais jamais être, enfin jamais j'en sais rien, mais je pourrais pas être au niveau de Sarah, de Mrs. Bookierman qui vous fait un update lecture par semaine, j'en suis incapable hein. Franchement je pense pas en tout cas pour l'instant, on verra si un jour j'ai un petit peu plus de lecture dont je vais vous parler, ça serait bien parce qu'en fait quand on vous en parle la semaine même, comme dans les vlogs et tout, ça vous permet de vous donner un avis frais. Là c'est vrai que c'est un avis qui a en effet un petit peu plus mûri mais parfois j'ai un peu oublié surtout, donc voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné envie de les découvrir, je serais très curieuse de le savoir en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.